Laurent, bonjour. Ahmed Arikba, bonjour. Bonjour amis téléspectateurs et internautes. Bienvenue. Merci. On démarre notre périple de ce matin, enfin en ce qui concerne en tout cas vos analyses et commentaires par rapport aux différents faits d'actualité abordés à la une des quotidiens. Par un tout premier quotidien justement, La Loupe, qui parle des élections législatives du 8 janvier 2023. Démarrage ce vendredi de la campagne électorale vers 15 jours de confrontation des idées, de présentation de programmes et de déballage. Oui, je crois que quand il s'agit des campagnes électorales, oui, c'est une occasion de faire le débat, que chaque candidat aille à l'assaut des électeurs et sortir les meilleurs arguments. Et parfois, comme on le voit si bien chez nous, mais même partout ailleurs au monde, c'est que c'est l'occasion des déballages. C'est l'occasion d'exposer les autres, les faiblesses des autres pour montrer que c'est tel ou tel peut-être qui sont à la base de telle situation. Je ne doute pas que les opposants diront que c'est les mouvanciers qui sont à la base de la cherté de la vie. Je ne doute pas que les mouvanciers disent que s'ils n'avaient pas de voix à gras, que c'est parce que les autres avaient mal géré pendant 10 ans. Je ne doute pas que ainsi de suite, quoi. C'est-à-dire il y a un certain nombre de choses, un certain nombre de faits qui font que, c'est-à-dire chaque candidat, chaque liste de candidature cherchera les moyens de convaincre les populations. Et donc oui, mais ce qu'on peut souhaiter, c'est que dans cette période, que tout se passe pour le mieux, de sorte que ce soit les meilleurs arguments qu'on mette sur la table pour convaincre les populations, que ce ne soit pas l'occasion d'insulter comme on a l'habitude de voir parfois, pas s'insulter ou aller diffamer ou dans une certaine mesure sortir des histoires montées de toutes pièces pour montrer que tel ou tel est de telle moralité, ou bien aller sortir les vieilles photos de tel candidat. Non, ce dont il est question maintenant, c'est de dire à l'Assemblée nationale, nous ne voulons pas être une caisse de résonance, c'est de dire qu'à l'Assemblée nationale, nous y allons pour vous défendre véritablement, pour vous représenter, vous, peuple, véritablement. Nous y allons pas pour nous, mais nous y allons parce que nous avons envie de servir. Nous y allons pas pour bloquer Patrice Talon, à la tête du pays, parce que être député, ce n'est pas aller empêcher un chef de l'État de mettre en œuvre sa vision, son plan d'action. Donc, dire aux populations, nous n'allons pas à l'Assemblée nationale pour aller bloquer Patrice Talon dans sa vision, dans ce qu'il fait pour la transformation économique, structurelle et physique de notre pays. Mais nous y allons pour qu'il y ait un débat constructif qui engage notre nation. Nous y allons dans une certaine mesure pour contrôler véritablement l'action du gouvernement, pour qu'on sache quel montant du contribuable béninois est investi dans l'aménagement de telles voies, quel est le montant du contribuable béninois qui a été investi dans l'érection de tel ou tel statut. C'est de ça que nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de ceux-là qui vont à l'Assemblée nationale pour manger, excusez le thème, de l'arachide ou aller jouer tam-tam. Nous avons besoin des gens qui ont un discours sincère, qui sont à l'écoute des populations, qui au cours de leur mandat feront ce qu'on appelle la reddition des comptes des députés, pour aller dire dans leur localité, voilà à tel niveau, j'ai posé tel problème qui vous concerne, voilà la réponse que l'État a donnée, voilà les telles lois que nous avons votées, venez, je vais vous expliquer les lois, et voilà le bien fondé de telles lois qui a été votée. Pas comme ce qu'on a pu voir les 3 dernières années où des gens sont allés voter des lois, incapables de comprendre les lois, incapables de venir expliquer les lois aux populations, de sorte que ça alimente parfois les débats, les suspicions. Parce que ceux qui sont à l'origine du vote des lois, eux-mêmes ont du mal à comprendre ces lois. Donc, toutes les rumeurs qui circulent, je dirais les intoxications qui circulent, ont parfois droit de citer parce qu'il n'y a personne qui puisse apporter un éclairage sur les lois dont il est question. Donc, autant d'éléments. Donc, je crois que, oui, 15 jours de discours, de débat, mais que les gens nous épargnent des injures, des histoires pour tenir tel. On a besoin de débats constructifs, débat scientifique, j'allais dire. Voilà. D'ailleurs, dans ce cadre, la HAC qui a fait signer une charte de bonne conduite aux différents partis. Non, mais écoutez, on a toujours parler de chartes de bonne conduite en période électorale. Mais aucun, en tout cas, la plupart du temps, ils ne respectent pas ça parce que sur le terrain, la réalité est tout autre. Écoutez,
ils peuvent aller, vous allez voir que les discours qu'ils vont prononcer, les messages qu'ils vont prononcer sur les chaînes de télévision, les stations radio, seront des discours qui remplissent les conditions et qui n'enfreignent pas du tout cette disposition. Mais après, c'est sur le terrain. Mais sur le terrain, dans les communautés, il y a beaucoup de choses qui se disent. Donc, il va falloir que chaque acteur politique se discipline dans une certaine mesure pour être ce modèle-là, pas pour aller insulter, pour dire tel a été cela dans sa jeunesse, pas pour dire que telle personne a eu un enfant ailleurs, pas pour aller dire que telle personne a violé tant. Oui, c'est vrai que c'est des questions essentielles de la vie. Mais ce dont on a besoin, c'est que voulez-vous aller faire à l'Assemblée nationale? Est-ce que vous voulez y aller pour devenir une caisse de résonance ou vous voulez aller vraiment vous pencher sur les problèmes des populations? C'est de ça qu'il est question. Il s'agit donc de travailler évidemment donc à se pencher réellement sur les difficultés et les problèmes rencontrés par les populations au quotidien. Laurent Roland-Antonin Nkes, la campagne qui démarre donc dès ce soir à minuit. À minuit. Et donc bonjour aux candidats. Je crois que ceux qui ne sont pas encore préparés, se sont pas encore préparés pour la Noël dans quelques jours, c'est tellement qu'ils auront les bonnes nouvelles des candidats. Les bonnes nouvelles des candidats écoutez, par rapport à la Noël. C'est-à-dire coïncidence ou pas coïncidence? Les candidats seraient-ils devenus des Pères Noël? Ah, écoutez, ils ont habitué. C'est eux qui ont éduqué les populations à ce dont je parle. Je crois que les populations les attendent. D'accord. C'est tellement que beaucoup n'ont pas acheté des cadeaux pour les enfants. Je suis sûr que comme la campagne sera lancée demain, beaucoup de candidats seront Père Noël le samedi, quoi. C'est vous qui le dites. Allez, on aura le temps peut-être. On aura le temps d'en reparler. Je dis n'importe quoi. Mais ça ne manquera pas. On aura le temps d'en reparler. Laurent Roland-Antonin Nkes, parlant de notre fait d'actualité, mais toujours attaché à la tenue de ces législatives en janvier 2023. Facilitation de vote, nous sommes à la une du quotidien, l'événement du jour. Facilitation donc de vote à tous les Béninois. Les citoyens sont pièces d'identité attendues dans les arrondissements. Oui, je crois qu'il faut que tous les citoyens puissent avoir la possibilité d'aller voter. Pour une fois, on peut espérer que le taux de participation sera élevé. Si le taux de participation doit être élevé, pour redorer en tout cas l'image du Bénin, il va falloir faire en sorte que les Béninois, à quelque niveau qu'ils soient, aient la possibilité d'aller voter. Et donc, ce processus qui a été enclenché, oui, c'est une bonne chose. On ne peut que s'en réjouir et espérer que les citoyens sortent massivement, véritablement, pour aller remplir cette condition, en tout cas avoir les pièces dont ils auront besoin pour aller voter. C'est une bonne nouvelle. Et donc je crois, parce que par le passé, on a dit que les gens pouvaient voter avec toutes les lois possibles, avec un certain nombre de choses, avec toutes les pièces possibles. Mais là, maintenant, c'est que si on peut donner une pièce à tous ceux-là qui n'ont pas d'autres pièces d'état civil pour aller voter, bonne nouvelle, vivement que les citoyens sortent massivement. Je dis massivement, parce que si le taux de participation est encore faible, ce n'est pas bon pour l'image de notre pays. D'accord, merci à vous, Laurent Roland-Antonin Nkes. Autre fait d'actualité, ça c'est rattaché au Conseil des ministres qui s'est tenu hier. Beaucoup de quotidiens en parlent à leur manière ce matin. Fixation donc du prix plancher de certains produits comme le cajou, le karité. Le gouvernement qui, selon certains, aurait une fois de plus reculé. Il n'en sera plus ainsi désormais. Oui, je crois qu'il y a un titre qui a été écrit par ce matin. Talon continue son opération de charme. Son opération de charme. Peut-être c'est rattaché à ça, justement. C'est bien rattaché à ça, sauf erreur de ma part. Et je sais qu'avant que nous rentrions dans la période électorale, en tout cas en plein dans le processus électoral, depuis, il y a un débat qui avait cours dans la partie septentrionale du Bénin, notamment après ce Conseil des ministres d'octobre 2022 où le prix du soja a été fixé à 190 francs et puis au point où on a même interdit les exportations. Et des douaniers étaient même interpellés, je crois normalement doivent être en prison pour avoir laissé des produits sortis, bien évidemment. Mais qu'on a vu après le gouvernement revenir sur la décision aujourd'hui, parce que oui, ce qui a été fait n'arrange pas les producteurs. Et ceux-là peuvent faire sentir ça au gouvernement. Ce n'est pas impossible. Et donc, il fallait trouver le mécanisme pour revenir soit sur la décision, ou alors s'entêter et subir les conséquences. Le revers est là.
Parce que quand vous regardez le nombre de personnes qui interviennent dans la production, en tout cas, dans la culture du soja, il y a le karité aussi, il y a le cajou. Du cajou et autres là, c'est énorme. C'est énorme. Et donc, quand vous avez toutes ces familles-là à dos, c'est que ce n'est pas bon pour vous. Et le problème, ce que je crains ici, c'est que après les élections, que le gouvernement revienne sur sa décision et maintenant soit ferme, dans une certaine mesure. Donc, on n'est pas encore sorti de l'auberge. En tout cas, on a beau dire que oui, on a repris la décision dans une certaine mesure, mais quelles sont les raisons qui avaient motivé la prise de telle décision? On ne nous a jamais expliqué ça. Maintenant qu'on revienne sur la décision pour nous montrer que oui, le gouvernement est soucieux. Oui, je ne dis pas que le gouvernement n'est pas soucieux du bien des populations. Surtout des producteurs. Des producteurs. Donc, je crois que l'un dans l'autre, c'était mieux pour le gouvernement de revenir sur cette décision qui a été prise et qui n'arrangeait pas du tout les producteurs. Et je l'ai toujours dit, quelqu'un qui met son soja en terre, qui n'a pas eu votre subvention, nous sommes dans un système capitaliste. Et ceux qui nous dirigent sont des capitalistes. Pourquoi veulent-ils empêcher les autres d'être capitalistes? Il y a la fonction régalienne de l'État. Fonction régalienne de l'État, vous dites d'accord. Qui voudrait justement que le gouvernement s'assure, bien qu'en étant dans un État capitaliste. Fonction régalienne de l'État appelle intervention de l'État pour appuyer, accompagner les produits. Pour réguler. Non, attention. Ça veut dire que quoi? En amont, vous avez fait quelque chose qui vous donne plein droit de venir réguler. Écoutez, j'emblave 2 hectares de soja. Je ne vous ai pas vu en tant que gouvernement. Je suis allé faire des prêts qui me pèsent, que j'ai au coup comme un jour. Attendez. Je ne vous coupe pas, Laurent, mais c'est comme si vous me parliez, par exemple, alors je fais cette comparaison n'est pas raison, mais par rapport au boulanger, par exemple. C'est comme si vous me disiez, oui, le gouvernement ne leur a pas acheté donc, les matières premières, du coup, le gouvernement n'a pas le droit de fixer un prix. Et sur la question, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Sur la question, je me suis Étant dans un état de droit, il est tout à fait normal qu'à un moment ou à un autre, l'État siffle la fin de la récréation. L'État sifflera et joue son rôle pour le bonheur des populations. L'État sifflera pour le bonheur des populations. La fin de la récréation. Je ne dis pas non, mais je dis qu'il faut que l'État aussi commence par faire l'effort d'intervenir pour appuyer les gens là. Ça lui donnera plus de raisons. Et sur la question des boulangers, je dis... Les intrants qui sont offerts, quand on parle des boulangers, je ne suis pas contre... N'est-ce pas une manière justement de soutenir la production? Attendez, je ne suis pas contre le fait qu'on augmente le prix du pain. À condition que le poids ne baisse pas. Parce que le poids, je sais que vous y tenez. Je sais que vous tenez au poids. Maintenant, si le gouvernement subventionne... Salut à Marcel, le réalisateur du jour. En parlant de pain, c'est un consommateur... Si le gouvernement subventionne la farine de blé, le boulanger n'a aucune raison d'augmenter le prix. Mais si le gouvernement ne subventionne pas, le boulanger peut mettre le pain à 1000 francs la baguette. On ne vous a pas obligé d'aller manger du pain. Et ça ne se passera pas en tout cas. Attention, on ne vous a pas obligé d'aller manger du pain. Dans un état de droit. Non, comment état de droit? Vous voulez quoi? Ça ne se passera pas. Le prix de l'intrant augmente, il y a les taxes qui sont là et les gens augmentent le prix. Des facilités ont été offertes dans la mesure du possible. Parce que le gouvernement ne peut faire... Vous êtes sur le plateau de télévision, allez sur le terrain poser la question aux gens. Très bien. C'est-à-dire que la plus belle femme du monde, comme on le dit souvent, ne peut offrir que ce qu'elle a. Écoutez, moi on ne peut pas faire de la magie. Vous savez, on ne peut pas non plus faire des annonces, on ne peut pas faire des promesses qu'on n'est pas en mesure de tenir. Ahmed, il faut qu'on se comprenne. Je ne suis pas contre le gouvernement. Moi non plus. Je dis le gouvernement... Et je ne suis pas non plus contre les boulangers. Le gouvernement fait des efforts. Mais c'est parce que le gouvernement fait des efforts qu'il faut tout tolérer, tout accepter. Je ne suis pas dans cette posture. Revenons en tout cas au sujet concernant le karité, le soja. Le gouvernement, pour la production du soja et autres, il faut que le gouvernement continue d'accorder des facilités aux producteurs pour avoir plus de raisons de mettre des garde-fous, de mettre en place des règles pour empêcher la sortie de ces produits. Autrement, si la personne se débrouille pour emblaver son champ, on peut lui dire, sur telle quantité, si tu fais 50 tonnes, tu as l'obligation de vendre 20 tonnes au plan local et tu peux sortir 30 tonnes. Mais de go interdit que toute la production sorte du pays, alors qu'en réalité, le prix de cession au plan national n'arrange pas le producteur,
alors qu'en vendant à l'extérieur du pays, ça lui permet d'avoir de l'argent pour embraver plus d'espace l'année qui suit et pour engager plus de personnes. Parce que c'est là le véritable problème. Celui qui embrave qui fait 50 tonnes de soja cette année, si la personne peut vendre cher son soja, ça lui permet d'avoir plus d'argent et d'aller embraver plus de superficie l'année prochaine et de sorte à avoir besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Ça veut dire que créer aussi de l'emploi dans cette mesure. Mais quand la personne emblave et que vous fixez un prix qui ne l'arrange pas et qui peut-être quand il finit de vendre, c'est exactement peut-être ce qu'il a investi qu'il gagne, ça pose un problème. Donc c'est pourquoi je dis, nous sommes dans un système capitaliste, c'est la recherche du profit, trouvons les mécanismes d'accompagner les producteurs et en même temps, dans ces conditions, on peut leur dire, écoutez, voilà comment ça va se passer. D'accord, je propose qu'on s'intéresse à présent à la une du quotidien Matin Libre. Vous évoquiez donc ce quotidien tout à l'heure, Laurent, dans vos propos. Matin Libre donc qui parle ce matin du parti RLC et du parti FCDB. La fusion, prochaine étape, puisque ces deux partis se sont rapprochés de l'UPR et du BR. Oui, je crois que quand j'ai l'habitude de dire que Irénée Agossa sa candidature était une candidature fantôme, les gens me prenaient pour un polémiste, pour un opposant, ils m'ont traité de tous les noms. Je crois que Irénée Agossa m'a donné raison. Et cela montre que sa candidature en 2016 venait de quelque part, que je ne peux pas citer. Je vois que ça venait de quelque part. Et FCDB, on sait comment FCDB avait été créé à l'époque. C'est parce que FCDB a montré ses limites que Paul Rompé a été finalement peut-être pour utiliser, pour dégager les autres et prendre possession des FCDB pour mettre hors d'état de nuit Boniaï et la clique. Donc, cette candidat aujourd'hui parti maintenant se rapprocher de l'UPR n'est pas en tout cas un événement pour moi. C'est de l'ordre normal des choses. Parce que l'autre, après sa candidature fantôme en 2016, elle vient nous dire qu'il est opposant de principe. Sur quel principe était-il opposant? Un opposant reste un opposant et se penche sur les questions essentielles de la gouvernance du pouvoir en place. Mais un opposant qui est allé aux élections avec un colistier et en moins de 3 mois s'est désolidarisé de son colistier pour aller mettre en place une formation politique avec autant de moyens, où a-t-il eu pas à l'époque les moyens? Je me pose la question. Donc, quand on voit aujourd'hui qu'ils veulent se mettre ensemble, peut-être une probable fusion pour rejoindre l'UPR, c'est bien. Je veux bien voir combien de voix, combien pèse ces deux formations. RSC, c'est 53 000 voix en 2016. C'est 53 000 voix en 2021, pardon. J'ai fait le tour, j'ai essayé d'étudier les chiffres en tenant compte de chaque département pour voir un peu combien il a pu gagner. J'ai fini par comprendre que ce n'est pas la peine, quoi. C'est vrai qu'il a voulu... Selon votre analyse, évidemment. Mais ça, c'est moi. Oui, et j'assume très bien. Et donc, il a voulu récolter là où il n'a pas semé. Heureusement que... Irénée Agossa, justement, on en a parlé sur ce plateau, qui à un moment donné a voulu faire de l'autostop, selon certains confrères, avec le parti FCDE. C'est surprenant peut-être pour d'aucuns, mais pour vous, certainement pas, que de le voir aujourd'hui ce n'est pas surprenant pour moi, j'ai dit ce n'est pas d'un parti de la mouvance. Oui, parce que... Quand il y a quelques semaines, on voulait aller en fusion avec un parti de l'opposition. En fait, Irénée Agossa a la langue mielleuse. Depuis Kékou, il a la bouche pour baratiner. Il faut l'avouer. Pour baratiner. Donc, il a réussi à baratiner tout le temps. Orateur. Et il nous a montré... C'est un bon orateur. Soubonia, il a ressuscité son nationalisme là, qui lui a permis d'avoir quelque chose à glaner et à mettre là-dedans. Donc, la Sodacop, bien évidemment. Et sous Patrice Talon, il faut qu'il s'arrange pour avoir peut-être quelque chose là-dedans. Ou bien continuer à bénéficier des grâces du pouvoir dans une certaine mesure. C'est un... Excusez beaucoup, il y a de ces acteurs politiques, et c'est moi qui le dis et j'assume, qui sont des profiteurs et qui profitent du peuple. Ils utilisent le peuple pour avoir ce qu'ils veulent et après, c'est-à-dire qu'ils nous prennent pour des moutons de parnuge dans une certaine mesure. Je crois qu'il faut que les populations vous laissent. Des briques de 15, dirait l'autre. Des briques de 15, dirait l'autre. Il faut que les populations se réveillent finalement pour comprendre qui est qui. On a vu ce moment Toléba avec ce qu'il a créé, FCDB, qui va dégager l'FCB dans la partie septentrionale. On a vu que devant, il y avait quoi? Comme le dit les doigts,
maïs. Et donc, je crois que c'est assez triste. Les acteurs politiques ne sont pas assez conséquents sur nos cieux. Hein? La grande partie, quoi. La grande partie ne sont pas assez conséquents. Et ils cherchent là où il y a l'ombre pour pouvoir se reposer un peu. Et quand finalement le soleil se déplace légèrement et qu'ils voient quelques rayons de soleil sur eux, c'est les premiers à commencer à crier pour chercher l'ombre ailleurs. Question pour vous, Laurent. En connaissez-vous qui aiment rester au soleil, à part peut-être ceux qui souffrent, comme on le dit assez vulgairement, du paludisme? Venir servir, oui, c'est se sacrifier. Les gens me diront que je suis sur un plateau de télévision, que je ne suis pas dans le feu de l'action. Ceux qui peut-être ont connu ce que je faisais par le passé avant de porter toujours ma robe de journaliste savent que en termes de politique, non, mais vous n'êtes pas en robe, vous êtes en good luck. En good luck ce matin, vous n'êtes pas en robe. Non, c'est une manière de parler. Je sais. Donc, pour dire quoi? C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle quelque part l'intégrité politique. Je ne leur dis pas d'aller vendre ce qu'ils ont pour servir le peuple, mais je leur dis de faire preuve de sacrifice, de montrer qu'ils viennent vraiment servir au lieu de se servir. Mais ce qui est bien pour nous, bien, et je me réjouis bien, c'est qu'ils viennent se servir, et tôt ou tard, ça les rattrape, ils rendent tout. C'est ça véritablement ce qui se passe. Donc, même les plus forts aujourd'hui qui pensent que c'est impossible, seul Dieu est maître des temps et des circonstances. On reste à la une du quotidien Matin Libre, pardon, et ce sera pour finir cette fois-ci, Laurent Roland-Anthony Niquet avec un autre fait d'actualité. La une qui va s'afficher dans les instants à suivre. Et avec justement Matin Libre ce matin, on peut également lire donc Bénin, journaliste privé de liberté, avalanche de réactions sur le cas de Virgile Aroncet. On ne pourrait pas ne pas en parler. Ouais, le cas de Virgile Aroncet, je dirais d'abord courage à Virgile Aroncet. C'est un journaliste assez téméraire, assez professionnel, même si sur la publication dont il est question, sur laquelle il a été interpellé, beaucoup vont de leur analyse. Ils vont de leur analyse. Les experts, on a trouvé beaucoup d'experts en loi, en tout cas sur la loi, sur le numérique d'experts, sur le code de l'information, que ça jase de toutes parts. Je ne veux pas me prononcer sur le fond du dossier, mais ce que je veux dire, c'est que dans cette profession au Bénin, nous sommes assez ingrats. Et nous, journalistes, nous sommes assez mauvais, assez méchants. J'utilise les termes là pour dire je suis scandalisé de voir des journalistes malheureusement se permettre le vilain luxe de critiquer et d'exposer, de livrer leurs confrères à une vindicte politique. Je ne dirais pas populaire, une vindicte politique ou bien une vindicte policière. C'est assez triste, c'est assez triste. Moi, je pense que dans cette mesure, même si on voit que le confrère est en erreur, il vaut mieux garder sa bouche. Parce que tout ce qui... que pas confraternité, tout ce qui sort, limite se taire. Voilà, tout ce qui se chercher à le plonger. Tout ce qui se passe et les gens écrivent n'importe comment quoi sur les réseaux sociaux, je trouve ça nauséeux. Je crois à la limite c'est incendiaire, suicidaire. Je ne sais pas quel mot utiliser pour montrer comment est-ce que des journalistes sont assez méchants dans ce pays parce qu'ils sont prêts à prendre des prébendes pour plaire à des acteurs politiques. Je dis, et je le dis, c'est moi qui le dis, je l'assume. Parce qu'on veut plaire à un acteur politique, parce qu'on veut plaire à un courant politique, on est prêt à livrer son confrère, même si le confrère est en erreur, dans une certaine mesure, on se calme, on analyse, on ne vous oblige pas à analyser, mais c'est de plaider pour que ça, parce que ça peut vous rattraper. Aujourd'hui, on va parler de jeu d'intérêt et pas forcément impliquer la politique, parce qu'impliquer la politique... Non, c'est pourquoi j'ai rectifié. C'est pourquoi j'ai pas... Ne serait-ce que pour leurs intérêts égoïstes, font des analyses qui finalement plongent le confrère plutôt que de le soutenir. Donc, mieux vaut se taire. Même si dans ce que Virgile Aroncet a fait, il y a des erreurs. Il y a des choses peut-être à lui reprocher. D'accord. Moi, je ne trouve pas opportun juste de se prononcer de cette manière. D'ailleurs même, la manière dont le gars a été interpellé, le confrère a été interpellé, ça ne respecte pas les tests au Bénin. Parce que c'est clair, pour interpeller un journaliste au Bénin, il y a un processus. C'est vrai que parfois, attendez, quand les gens écrivent parfois sur les réseaux sociaux, parce que oui, c'est ça aussi le piège pour les journalistes aujourd'hui. Quand vous écrivez sur les réseaux sociaux,
on se détache du code de Vous l'information. faites bien de le dire. Et on Vous faites très bien de le dire. va utiliser le code du numérique Ben voilà. pour utiliser ça contre les journalistes. Surtout quand on ne détient pas forcément cette carte qui vous permet de prétendre Les cartes, la fameuse à la carte. qualification de Moi, journaliste. je n'ai pas déposé de dossier pour la carte de presse. Donc vous n'en êtes pas. Ils n'ont qu'à dire que je ne suis pas journaliste. Donc, Ceux vous qui n'êtes pas savent que je pine depuis un Laurent moment. Roland Tonekes, N'est pas vous n'êtes pas journaliste. journaliste. D'ailleurs, Vous même êtes, la vous êtes un carte, polémiste. la carte, Je vous l'ai toujours dit d'ailleurs, vous êtes un polémiste, vous n'êtes la pas carte a journaliste. rapporté quoi à qui dans ce pays? Mais au Bénin, malheureusement, vous avez- heureux ou malheureusement, c'est la seule pièce qui Vous avez suivi qui justifie votre qualité de Vous avez journaliste. suivi le communiqué de Michel Aoun, non? Non, je n'ai pas lu. Ah, allez lire, je crois que ça a été publié quelque part, vous pouvez bien lire ça. D'accord. Allez chercher, allez lire. D'accord. Pour montrer que finalement cette carte-là, en réalité, c'est-à-dire qu'il y a des mécanismes pour montrer, pour toujours coincer les journalistes et tout. Sinon, en réalité, ce n'est pas nécessairement carte. Parce que quand vous voyez, quand les médias fournissent la liste de leurs journalistes, et qu'il y a des formations qui prouvent que les gars ont fait, en tout cas des diplômes ou des attestations qui prouvent que les gens ont fait une formation en journalisme. Journalisme, vous dit qu'il faut sortir 4. Alors qu'aujourd'hui, c'est un autre débat qu'on alors fera. qu'aujourd'hui, C'est un autre débat qu'on fera un autre jour. Alors qu'aujourd'hui, tous les clébés, tous les web activistes sont devenus journalistes. Oui. On refera le débat un autre jour. Laurent Roland Tonekes, merci à vous.